Bonjour à tous et bienvenue dans la Loge des Rencontres Inspirées. Dans ce podcast, nous partirons à la rencontre de personnes profondément vivantes et inspirantes qui nous raconteront comment elles incarnent leur évolution personnelle voire spirituelle dans leur vie personnelle et dans leur profession. Je ne supporte pas qu'on me refuse la liberté. Donne-moi une chambre orientale, donne-moi une chambre tropicale, une chambre où poser ton visage fondamental. Donne-moi une chambre orientale, donne-moi une chambre tropicale, une chambre où poser ton visage fondamental. Je suis super contente de vous retrouver ce soir pour vous présenter une femme qui m'a énormément touchée, que j'ai découverte il y a quelques semaines maintenant. Et je voulais absolument vous la faire découvrir aussi parce qu'il y a toute une énergie autour d'elle. Je trouve qu'elle nous emporte avec elle et c'est vraiment ce que je voulais vous faire ressentir aussi en vous la présentant. C'est une femme qui est comédienne, c'est une femme qui est aussi profondément poète, je trouve, qui est chanteuse. Et je vais vous la présenter tout de suite. Bonjour! Ça va? Bonjour Alexandra, oui très bien, merci. Et toi? Oui, ça va. Je suis trop contente d'être là avec toi. Moi aussi, c'est trop joli de te retrouver en ce beau dimanche. Alors, comment tu vas aujourd'hui? Écoute, ça va bien, je rentre de Marseille, donc je me sens pleine de soleil et de Méditerranée et heureuse d'être dans ma maison, tu vois, d'atterrir, c'est bien, ça va. Alors, comme je le disais dans l'introduction, je voulais vraiment te faire venir sur ce podcast parce que je trouve que tu dégages quelque chose qui est assez incroyable et je te l'ai dit au téléphone quand on s'est eu. Et je voulais vraiment que tu nous fasses goûter à cette énergie-là. Et alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais planter un décor dans lequel tu voudrais qu'on se retrouve ce soir pour faire ce podcast et pour amener tout le monde avec nous? Ben, je crois que j'aimerais, c'est la saison des roses en ce moment, et je crois que j'aimerais bien pour planter, tu sais, comme si on était au cœur d'une aloe vera, vraiment comme si on ouvrait les lames comme ça, tout tendre de cette eau première, vraiment comme si on pouvait recevoir un espèce d'élixir, de baume très précieux, d'eau qui calme, qui soigne, qui englobe, qui entoure de cette... voilà, l'aloe vera peut pousser dans des îles volcaniques âpres qui semblent à première vue stériles et qui comme ça poussent et guérissent la peau, le cœur, les intestins, les ventres. Donc voilà, peut-être qu'on soit couvert comme ça d'aloe vera, qu'on soit dans une espèce de grande rose tendre dans lesquelles on pourrait s'asseoir comme un bon trône et rond voilà, de nectar, de pulpe, de douceur, de printemps, de tendresse, de suave, de nuances, de roses, de pétales, des floraisons intérieures et extérieures. Je nous mets là, sous un grand ciel bleu, avec quelques nuages, mais tendres, moelleux, sur lequel on peut s'allonger pour faire la sieste un dimanche. Waouh! Et ben voilà, je pense que tout le monde a compris ce que je voulais dire quand je disais que tu étais poète et que tu nous amenais dans cette bulle avec toi. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été là, cette façon? En fait, j'ai remarqué quand je t'écoute que tu as vraiment cette façon-là d'incarner profondément toutes les choses que tu dis. Mais même le moindre de tes mots, j'ai l'impression que ça passe par un endroit en toi où je sais pas, tu l'incarnes profondément, tu le vis. Le moindre mot, tu vas le vivre comme si tout était important, la moindre chose, tu vois, de la vie était importante. Et je ne sais pas comment l'expliquer, mais est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été là en toi, ce fait de goûter à tout? Tu as aussi ce truc, j'ai l'impression aussi de... Tu vois, quand tu veux exprimer quelque chose, tu vas utiliser plusieurs mots comme si les mots n'étaient pas assez amples pour comment dire, pour comprendre tout ce que tu voudrais exprimer. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a toujours été là chez toi, c'est cette poésie finalement? C'est adorable, merci. Écoute, je pense que j'étais une enfant profondément hypersensible et que parfois, comme si j'avais pas assez de peau, et c'est pas pour rien, je pense que j'ai choisi
de faire du théâtre. Je vois aussi, il y a un ami qui est là, qui regarde la vidéo, qui s'appelle Pierre Benoît, qui était avec moi au conservatoire. Et je pense qu'on est une espèce comme ça de fratrie, de chatons qui se retrouvent sur la terre dans leur périple jusqu'à devenir des grands félins vivants, puissants, mais qu'on commence et qu'on est fait de fragilité. Et je trouve que les mots sont peut-être comme cette aloe vera dont j'ai posé ses premières bases oui, mais une espèce d'eau qui donne du courage, qui met à la fois des pots, des protections, des guérisons, des petites antennes, des tiges qui poussent les uns vers les autres. C'est aussi des fils invisibles d'or, de lumière. On sait bien aussi que un mot dur, un mot peut nous fracasser, des choses qu'on a entendues. Tu as des mots qui peuvent vraiment nous fêler, nous réduire, ou au contraire, des mots qui peuvent nous aider à nous déployer, à nous rendre plus forts. Et c'est vrai que moi, je sens que j'ai besoin, et je le vois aussi autour de moi, de poésie, de beauté, que c'est pour moi une façon de soutenir la vie, qui est ce voyage qui n'est pas toujours évident, et que la musculature des mots, peut-être c'est ce que tu disais avec cet endroit de goûter, pour moi c'est presque quelque chose en effet autour du baiser, de la sensualité culinaire, enfin qu'on en ait plein la bouche, que quelque chose roule comme ça dans le palais et donne de la saveur et permettent aussi de se sentir moins seul. C'est comme si on était des îlots et que par les mots, on pouvait tresser des ponts. Enfin, tu vois, tu as été touché par des mots, on s'est rencontrés par des mots. Je veux dire, c'est un vecteur de lien qui est, je pense, extraordinaire. C'est drôle, ça me fait penser, je me permets de glisser ça, c'est un Ah, texte, vas-y. c'est un extrait d'un poème, c'est dans Le cimetière marin de Paul Valéry. Et il Mhm. parle du fruit, et en même temps, il en dit des mots, justement comme s'il pouvait parler des mots du poème. Il dit, comme le fruit se fond en jouissance, comme en délice il change son absence, dans une bouche où sa forme se meurt, je hume ici ma future fumée, et le ciel chante à l'âme consumée, le changement des rimes en rumeur. Et tu vois, c'est cette idée du fruit qui fond et que dans la bouche, il en reste à la fois la forme et que son absence est devenue comme une espèce de sensation de sève qui nous a nourris. Voilà, je trouvais que ça répondait à ce que tu disais de goûter un mot et qui nous fortifie, enfin, voilà, que des mots nous fortifient, des intentions nous fortifient. Peut-être dire aussi ce qu'on porte, les nœuds qu'on porte, parfois les soucis. On le sait bien quand tu t'exprimes, je sais pas, à une amie ou à un thérapeute ou dans un poème, dans l'écriture, de pouvoir poser quelque part ta douleur, d'y mettre des mots. C'est comme si tu n'étais plus sujet de ça, quoi. Il y a un objet qui Mm. est à distance et qui transforme, donc voilà, qui est soigné. Enfin, comme toi qui va apprendre aussi, qui est en train d'apprendre à guérir. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça aussi. Les mots sont comme des mains qui viendraient apaiser une douleur, soutenir un corps fatigué, poser une main chaude sur une épaule qui a souffert et que quelque chose puisse se détendre, ou sur le front d'un enfant qui aurait de la fièvre, ou une espèce de main fraîche. J'ai l'impression que les mots peuvent faire ça. Et dans plusieurs traditions, notamment au Maroc, c'est une chose qu'on fait, c'est d'écrire sur une feuille, par exemple, euh, avec l'encre, par exemple, je sais pas, des extraits du Coran ou une prière, et de la faire poser dans l'eau, infuser dans l'eau, comme si les mots passaient dans l'eau, et qu'ensuite, tu allais boire ce breuvage et que ça allait te guérir. Mm. C'est vraiment l'idée que, voilà, le mot, tu peux l'avaler et te guérir. D'où aussi l'importance du théâtre, la catharsis, où en représentant les mots MAUX et les mots des humains, eh ben, on pouvait guérir voilà, les trajectoires douloureuses, comprendre des choses profondes sur ce voyage humain qu'on partage tous, sur ces grands mystères que sont la mort, la vie, la naissance, l'amour, la trahison, le coup de foudre, la maladie, la fatalité, la non-fatalité, ce compte niquer la fatalité, au sens aussi de victoire sur la fatalité. Voilà, c'est quelque chose qui pétrit et transforme, et par les humains qui regardent un autre être
se déployer et dire et souffrir pour soi par le support du mot, on en sort tous guéris. Wow. Et justement, je me demandais, tu vois, parce qu'il me semble que tu as commencé le théâtre assez jeune. Ouais. Et je me demandais justement, quand tu as commencé le théâtre, enfin, tu disais que tu aimais beaucoup jouer les monstres, etc. Et je me disais, en fait, est-ce que le théâtre, pour toi, ça a été une sorte de libération dans le sens où ça te permettait d'incarner tout ce que tu n'aurais pas pensé incarner dans la vraie vie, si tu veux, mais ou même parfois des choses que tu ne pensais même pas avoir en toi, mais en fait, en prenant vie dans un personnage, tu le faisais vivre et tu te rendais compte que ça libérait quelque chose. Je me suis toujours demandé ça, si... En fait, c'est marrant parce que la première, moi je me rappelle, j'ai commencé le théâtre à 6 ans et la prof avait dit à ma mère, elle est charmante, mais on l'entend pas. J'avais une voix très voilée, j'avais beaucoup d'air, je pense très timide, très sensible. Et c'est drôle parce que c'est une récurrence dans ma vie, on m'a toujours parlé de ma voix, que ce soit d'une façon positive ou négative. Genre, tu parles trop fort, tu gueules, tu peux baisser le volume, ou ta voix, je pense à pas, ou j'ai reconnu tout de suite à ta voix. Enfin, beaucoup de projections sur ma voix, enfin en tout cas on m'en parlait beaucoup et j'ai mis longtemps à l'aimer cette voix, enfin à la comprendre, à l'accepter, à la trouver belle, je me la suis pétée beaucoup. J'ai passé le concours du conservatoire, j'étais à Faune avant le deuxième tour. Quand l'émotion, c'est comme si ouais, ça bouchait quoi. C'était, c'était, voilà, c'était tellement puissant à la fois de dire ou de ne pas dire. Il y avait beaucoup de choses là-dessus. Et je pense qu'en effet, le théâtre, j'en ai fait donc très petite, j'en ai fait longuement. Puis à l'adolescence, il y avait quelque chose qui voulait péter les murs et hurler, et se défendre et vivre enfin comme j'avais envie de le faire. Et donc, j'ai fait de la boxe. C'était un moment où je transgressais beaucoup de choses. J'avais besoin d'ouvrir les fenêtres, me donner de l'air à pleine goulée. Et en fait, le moment où j'ai pu avoir mon bac, vivre seule et commencer enfin le théâtre et aller dans une école de théâtre, j'ai eu l'impression d'un apaisement, comme encore cet aloe vera du début. C'était beau que tu le mettes sous un patronage comme ça d'une plante. C'est comme s'il y avait une eau profonde qui m'avait apaisée, où enfin je pouvais disposer de moi. Et j'ai l'impression que les mots aussi, j'ai commencé avec les textes des autres parce que je ne savais pas encore que je savais dire peut-être avec les miens. Et là, c'est quelque chose que je fais de plus en plus, d'écrire d'abord des chansons, puis peut-être des poèmes. Puis là, je suis en train d'écrire un spectacle qui s'appellera justement Niquer la fatalité, avec cette idée de péter toute prédestination pour s'appartenir enfin, quelles que soient les graines qu'on a plantées en toi ou justement qu'on n'a pas plantées, les mots qui t'ont soutenu ou au contraire diminué. Comment tu te réappropries justement toute une Bible ou toute une cosmogonie, dans le sens où comment tu tisses et soutiens ton propre cosmos, et le cosmos de la beauté, le cosmos de tous ces vivants en même temps. Enfin voilà, quelque chose comme ça où voilà, les mots des autres permettent finalement une grande nudité, une intimité, parce que c'est encore une protection. Puis les immenses poètes, là tu vois, je sors d'un Shakespeare que je vais reprendre en septembre, où vraiment côtoyer des grands auteurs. C'est pour ça aussi que j'ai créé Poésie Amardante, de réciter chaque jour, plus ou moins avec constance, mais d'offrir un poème, parce que le langage des grandes autrices, des grands auteurs, des grandes écrivaines, des poétesses, des poètes, je pense nous élève réellement. Il y a quelque chose qui infuse. Je pense que vraiment, c'est de côtoyer régulièrement les choses plus hautes que nous, la beauté, enfin, je dis pas qu'on devient des êtres merveilleux, mais en tout cas, je trouve que ça nous aide à grandir, ça nous aide à prendre courage et ça élève notre propre vibration de langage. Du coup, je trouve qu'après, tu as envie de choisir mieux, tu as envie de t'exprimer mieux. Quand tu parles de toi ou d'un autre, tu as envie de choisir des mots et de l'habiller avec soin, comme quand tu préparais une table pour les invités. Enfin, voilà, d'être conscient que ce qui sort de ton intérieur et que tu vas donner à l'extérieur, comme ce que tu recevras, c'est précieux. Enfin, c'est quelque chose
dont on peut prendre soin. Et je t'entendais parler justement avec tous ces mots qui m'ont énormément touchée de ton voyage dans le désert, et on en a un petit peu parlé ensemble. Est-ce que tu pourrais retracer un peu ce voyage-là et nous expliquer comment ça s'est passé et qu'est-ce que ça t'a apporté? Bien sûr. Écoute, ça vient d'abord d'un rêve que j'avais fait dans un avion qui me ramenait d'un continent à un autre. C'était le mari de mon grand frère qui avait épousé une japonaise et j'avais été au Japon pour la première fois de ma vie. Et dans le trajet du retour, j'avais rêvé d'une femme qui a été une grande script de théâtre, de cinéma, notamment du Molière, d'Ariane Mouchkine, enfin, qui est une femme qui avait vécu une vie vraiment à la fois tumultueuse, ardente, comme les femmes qui font rêver, je sais pas, au 19e, qui tenaient des salons et où toute une époque se rencontrait chez des grandes dames comme ça, tisseuses. Et j'avais rêvé de cette femme qui me disait de retenir une phrase et qui m'avait dit: n'aie pas peur de te fracasser contre le mur assourdissant du silence. Et elle m'avait dit cette phrase. J'en avais été complètement bouleversée, où je m'étais dit, mais c'est pas du tout mes mots, justement, c'est pas Hmm. langage, je connais pas cette phrase. Puis ce mur assourdissant du silence, et puis ce mot fracassé, enfin vraiment avec l'idée de quelque chose de violent, mais en même temps est-ce que c'est pour ouvrir, justement, comme un mur qui se fissure et qui laisse passer un cheval, enfin. Et donc j'avais été comme ça très très frappée de ce rêve, et en arrivant en France, je l'avais tout de suite appelée, cette femme, et elle était sur répondeur. Et j'avais appelé une de ses amies qui m'avait dit, elle est au Japon. Et je m'étais dit, c'est hallucinant, enfin, est-ce que je l'ai croisée dans le ciel? Enfin, je m'étais dit, c'est fou, on s'est croisés dans des avions, enfin, j'en sais rien. Donc, dès qu'elle rentrait en France, je lui ai dit, écoute, il faut qu'on déjeune ensemble. Et je lui ai raconté ce rêve en lui disant, en attendant, presque une magicienne, comment est-ce que tu peux résoudre ce rêve? Et elle m'avait dit, écoute, moi, les choses qui me viennent en t'entendant parler de ce rêve, ces deux expériences que j'ai faites, c'était une expérience d'aller dans le désert et une expérience de retraite silencieuse. Elle m'avait dit, voilà, c'est les expériences les plus fortes que j'ai faites avec le silence, peut-être que ça peut te parler. Et du coup, j'y suis allée, c'était pour mes 25 ans en plus. J'ai eu mes 25 ans dans le désert et je sortais d'une rupture qui était très douloureuse, où j'avais l'impression d'avoir été un peu abandonnée par un... C'était un peu la première fois que j'étais aussi longtemps avec quelqu'un avec qui j'avais l'impression d'ouvrir mon cœur et de penser avec aussi toute la naïveté, la beauté au mot toujours avec un être. Et on se quittait, il était parti. Et justement, j'ai fait, ok, je vais dans le désert, j'y vais. Et j'ai été dans le désert et ça a été quelque chose de fou. Enfin, je me rappelle, le premier soir, on a commencé à marcher. Et je suivais les pas du chameau. Déjà, les pas du chameau, c'est des pas qui font presque comme des cœurs, justement, dans le désert, sur les dunes. On aurait dit qu'ils posaient comme ça des cœurs dans ce sillage des dunes, dans la finesse du sable. Pareil, en islam, tu dois faire des ablutions avant la prière. Mais quand tu es dans le désert, t'as pas forcément d'eau. L'eau est trop précieuse pour... Et en fait, tu peux le faire avec le sable, tellement le sable est fin, tellement le sable, c'est un purificateur absolu, où tout est lavé, enfin, le moindre bout de bois devient comme blanc, devient comme une espèce de serpent. Tu comprends que tous les monothéismes soient nés dans le désert, parce que le moindre scarabée qui passe, ses petits pieds, c'est comme s'ils avaient tissé le sable et donné un message secret. Enfin, c'est quelque chose vraiment de complètement vertigineux, quoi. Et donc dans le désert, ouais, j'ai l'impression d'avoir renoué avec quelque chose de la grande paix aussi, dans le sens où il y a de la place pour le monde entier. Il y a pas de, il y a un ciel étoilé qui colle parfaitement à la terre, comme si on avait l'exact couvercle, enfin l'exact tissu protection qui nous voilerait, qui nous recouvrerait, qui nous protégerait, ou comme certaines représentations ouais, de Marie, de la Vierge, tu sais, où
on le voit toute l'humanité qui est dans son manteau. Il y avait quelque chose de comme ça, de très maternel, de très féminin, de très sensuel aussi. Vraiment aussi avec l'impression que le désert est une femme, la terre est une femme, tu vois ses courbes, tu marches sur ses seins, sur sa peau, sur son grain. Et pareil avec ces chameliers qui sont en sensualité absolue pour faire le thé, faire le pain, je sais pas, faire le feu, chanter le soir. Et vraiment, quand je suis rentrée de là, où tu te dis, mais comment tu peux vivre avec un toit sur la tête? Enfin, ça paraît impossible. Mm. Comme si vraiment tu renouais avec ouais, les choses immenses que sont le chemin, que sont aussi d'avoir un sac à dos et de laisser du kilomètre derrière soi, laisser du kilomètre derrière ce qui peut t'avoir fait du souci, ou voilà, d'avancer vers le soleil, vers le firmament, vers... Il y a quelque chose en nous de profondément nomade. Et voilà, même si on est né en pleine ville, je pense que de se mettre en route, ça parle du chemin qu'est la vie, de toute façon, de se mettre à cheminer. Et donc, dans le désert, peut-être qu'à la fois l'antithèse est la même chose que la forêt, c'est comme si tu rentrais dans la légende, dans les grands archétypes puissants, ouais, je pense, de l'humanité, où tu t'es remis à une place qui est juste, qui est petite et qui est immense, où tu es à la fois totalement insignifiant, quand tu es un grain de sable, et en même temps, c'est pas là, ça me fait penser aussi à, tu vois, les traditions me viennent, ça me fait penser dans la religion juive à Abraham qui n'arrive pas à avoir d'enfant, et c'est un vieux monsieur, et il reçoit la visite d'un ange, et, on lui dit, oui, tu vas avoir un enfant, mais genre il a 96 ans ou je sais plus quoi. Et donc, quand on lui dit ça, sa femme a ri. Et en fait, ils auront un enfant qui s'appelle Isaac, ça veut dire elle a ri, parce que c'était impossible. Mais en Mm. même temps, pour Dieu, bah, pour la divinité, les miracles passent. Et on lui dit, ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles ou les grains de sable. Et enfin voilà, on vient à la fois, et on vient pas, mais on vient aussi de ces cultures, de ces grands patriarches Mm. Mm. anciens. Et voilà, je trouve que tu sens ça dans le désert. Tu comprends que la Bible soit passée par là, le buisson ardent, les anges, le souffle, et que en même temps, les berbères, des traditions ouais, de femmes amazones. On en avait parlé aussi de Isabelle Eberhardt, d'Amazone plus Oui. reine, d'êtres qui se sont trouvés. Voilà, qui savent, une fois de plus, avec l'aloe vera, dans une apparente sécheresse, c'est là où les plantes ont le plus d'eau, en fait, où elles portent voilà, leur propre eau. Enfin, c'est fou. C'est comme si elles avaient le secret de... Et dans le désert, il y a une petite goutte de pluie ou à peine de la rosée, et le lendemain, toutes les fleurs ont poussé. Tu dis, mais tout était mort, et par 3 gouttes, tout a déjà repris vie. Donc ouais, c'est incroyable. Et t'étais partie toute seule dans le désert ou... Puis j'étais partie toute seule avec un groupe. Je suis partie avec 2 organismes. Le premier s'appelait Désert et le deuxième, ça s'appelait l'Ami du Vent. Et l'Ami du Vent, j'avais encore plus apprécié parce que c'était en silence, on marchait en silence. Mhm. Et j'y suis allée un peu plus tard, je crois que c'était vers un petit peu avant mes 30 ans. Et j'avais passé un Mhm. nouvel an, la nuit du nouvel an. Et la première nuit, je me rappelle, on dormait sans tente. Tu prenais un matelas et tu te mettais absolument où tu voulais sur une dune. Et c'était une nuit de pleine lune et j'avais pas pu dormir tellement la lune était puissante. C'était vraiment un tableau du douanier Rousseau, quoi, où on voit, il y avait un chameau qui était blanc, qui marchait. Enfin, des visions de ce désert blanc, de ce chameau blanc, de cette lune si pleine. Vraiment l'impression d'être dans un rêve ou un tableau, tu vois, je sais pas, de Dali, presque surréaliste. Et en même temps au cœur de la terre, au cœur de la prière. Voilà, au cœur de la douceur en même temps, où t'es pris, ouais, dans les grands seins de la mer, quoi. Vraiment quelque chose qui donne du bon lait profond, ancien, pile le tien, quoi. Pile ce dont tu avais besoin, et qui te lave aussi du bruit humain, de la fatigue, de l'agitation, de la vanité aussi.
tu te sens pauvre et riche, quoi. Puis je me rappelle, pour mes 25 ans, ils avaient écrit «Joyeux anniversaire Estelle» sur une dune. Ils m'avaient offert quelques brins de safran. Ils avaient fait des petites crêpes spéciales. Ils m'avaient fait faire un tour. Ils m'avaient fait monter sur un chameau tout en chantant. Enfin, c'était vraiment l'impression tu vois, d'être une reine et en même temps d'être juste dans la famille, dans la famille humaine qui marche, qui est nomade et qui va d'un point à l'autre pour chercher l'eau, pour chercher la vie, pour chercher le mouvement, parce que tout ce qui stagne meurt, donc il faut avancer, il faut se renouveler, faut inventer constamment, faut pétiller, il faut chercher, il faut se déplacer. Puis je me rappelle, mes parents étaient là, mais attends, mais tu vas partir toute seule dans le désert. Et je me disais, ah, mais bien sûr, enfin évidemment, enfin, c'était tout à fait logique et c'était ce qu'il fallait que je fasse, quoi. Wow. Enfin, parce que là, quand tu le racontes, enfin, franchement, je suis totalement dedans, dans cette bulle-là. Et je me dis, mais comment t'as fait pour revenir à la réalité après? Enfin, c'était pas. Est-ce que t'as eu cette vision, enfin, justement plus légère de la réalité ou au contraire, ça a été assez dur finalement de revenir de ça? C'est marrant que tu dis ça parce il y a pas longtemps, enfin même il y a quelques jours, parce que c'était la dernière d'un spectacle où on s'est vraiment dit avec quelques amis acteurs qu'on tient un métier qui était très particulier parce qu'on apprenait constamment à fusionner et à se séparer. C'est-à-dire qu'on se retrouve très vite à jouer des choses. Tu peux jouer une mère, une amoureuse, euh, des rapports très très forts, l'intimité absolue, le noyau de la relation. Et tu joues ça 6 mois, 1 an, 2 ans, tu pars en tournée, tu vis nuit et jour dans la fiction, et au coup d'à coup, tu manges ensemble, tu bois, tu te racontes, tu pleures, tu vis des choses hyper importantes. Et en même temps, voilà, 6 mois après, tu pars sur un autre projet, les gens, tu les vois plus, tu les retrouves 3 ans après, tu les revois 15 ans après. Et en même temps, avec cette espèce d'intimité, de familiarité, qui fait que tu vis des choses aussi presque plus intenses. Par contre, parfois, après certains concerts ou spectacles, tu as vraiment l'impression d'avoir justement déchiré le voile qui sépare les humains, que tu as touché une vérité, une émotion, une immortalité. La salle et toi, ou quand tu assistes à des grands spectacles, des grands auteurs, ou quand tu finis un livre, tu as l'impression d'être complètement extrait du réel, de faire tes Hmm. faire des courses, il faut que je sorte ma poubelle, ça pue, enfin, c'est archi concret, ou il faut que je me lave, voilà, il faut que je prenne soin faut que je change mon bébé, et, et des moments comme ça d'immortalité où tu es arraché du réel, ouais, où tu flottes, tu voles dans des choses qui sont, ouais, sans temps, vraiment, sans temps. Et c'est difficile, c'est vrai que je trouve que c'est parfois un métier qui est sublime pour ça et difficile parce qu'il faut réatterrir, il faut justement réussir à vivre, à revenir dans le réel, à revenir à soi-même. Parce qu'en même temps, c'est pas du tout l'acteur qui est possédé par un esprit et je sors vraiment d'un rôle, mais c'est pas rien de prêter son corps, sa voix, Hmm. de mettre dans sa mémoire des mots qui sont pas les tiens, des fois de porter je sais pas, des meurtriers, des vraiment puissantes. Puis justement, quand tu travailles, je pense, des grands auteurs, c'est des mots qui sont agissants, enfin vraiment où tous les soirs tu les mets en action, tu prêtes ton corps. Enfin, les Ouais, applaudissements ouais, ouais. commencent dans la Grèce antique parce que plus un acteur est dingue, plus il a été possédé par un esprit, plus il faut l'aider à revenir, plus il faut presque comme un chien Hmm. faire revenir sur Terre, l'aider à revivre dans la Terre. Donc c'est en effet un espèce de glissement et d'agilité où je pense qu'il faut repasser régulièrement par le silence, par un Mhm. endroit de nudité, par un endroit, je sais pas, de vérité, d'être aussi entouré de gens qui t'aiment, qui te connaissent, avec qui tu peux te taire, avec qui tu peux te reposer, avec qui tu peux pleurer, pas savoir, montrer un visage très nu. Faut écrire, faut se connaître, faut se donner la main, je pense. Mais comme dans toute vie, je pense qu'il faut
faut pas se lâcher, quoi. Faut être un bon allié de soi-même. Faut s'aider à vivre, quoi. Faut être une bonne mère pour soi. Faut être une bonne mère. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aurait vraiment envie de vivre, par exemple, quelque chose qui est comme toi, partir dans le désert ou tout autre part, mais qui n'oserait pas parce que la peur, parce que euh, peut-être ne trouve pas le temps, enfin, parce que justement la personne a peur et donc du coup on se donne tout un tas d'excuses en fait pour ne pas y aller. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là, justement, quand tu parles de se prendre par la main et d'être une mère, finalement, pour soi? Comment on peut s'accompagner à aller là-dedans et faire le pas, par exemple, que toi, tu as fait? Bah, en fait, on a tout le temps peur, les humains. Je pense que c'est les grandes forces constamment à l'œuvre. C'est la pulsion de vie, l'amour, l'envie de croquer, de vivre, de se déployer, d'aller dire bonjour à quelqu'un, de partir seul, d'oser quelque chose que tu n'as jamais fait, d'écrire un bouquin, de se dire mais j'ai envie de changer de métier, mais j'ai ma sécurité, j'ai du fric, j'aurais voulu être chanteuse, danseuse, j'en sais rien. Mais le rationnel, la réalité, etc. Je pense il faut faire comme on sent. Il y a des moments où il faut ouvrir la fenêtre et j'ai pas envie, il faut pas sauter, mais dans le sens aussi ouvrir une fenêtre comme regard, sortir de soi aussi. Peut-être Mm. commencer par un petit courage. Je sais pas, par exemple, quelque chose qui te fait peur, mais d'oser quelque chose. De l'oser, par exemple, je sais pas, Mm. t'as peur des chevaux, je sais pas, là, attends, je sais pas très bien dans quoi je me lance. Non, je réfléchis. Comment, comment s'aider? Bah, Par exemple, tu vois, quand tes parents te disaient mais non, mais tu vas pas partir toute seule comme ça et tout, qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es dit non, mais j'y vais? Enfin, peut-être que t'as pas eu peur, j'en sais rien. justement, je pense que j'essayais de pas me laisser contaminer par la peur des autres et en fait, d'avoir confiance. Ouais, mais c'est pareil pour un spectacle. Je m'étais retrouvée j'avais une escale de je sais plus combien de temps à Shanghai. J'étais jamais partie en Chine. Je me suis retrouvée, je parle pas très bien anglais. Je me suis retrouvée à Shanghai 3 jours toute seule dans une espèce de mégalopole. J'avais l'impression que Shanghai, c'était la ville, vraiment le truc était le plus flippant au monde, de genre, c'est vraiment une ville de science-fiction, c'est pas du tout le charmant en Andalousie. Et en fait c'est fait d'humains. En fait, j'ai l'impression que tant qu'il y a des humains, ça va. Parce que tu as un sourire dans la rue, tu as quelqu'un, je trouvais pas mon adresse, je comprenais rien, c'était écrit en chinois, personne parlait le moindre mot. Et je suis tombée sur une femme ravissante enfin, on s'est aidé, elle m'a invité à dîner, elle m'a déposé, l'hôtel n'existait plus, on a trouvé un machin. Tu sais, une espèce de... J'ai l'impression que quand tu as peur, en fait, j'ai l'impression de faire ça, de juste changer de truc et de dire, bon, moi, je demande tout le temps de l'aide. Par exemple, quand je suis en galère, je demande tout le temps de l'aide. Je dis, excusez-moi, l'univers ou mon ange, ou je demande à mon ange, je dis, est-ce que mon ange, tu peux m'aider? Est-ce que... Et puis on s'en fout, peut-être tu peux dire c'est ridicule, etc. Mais peut-être tu peux commencer, tu peux peut-être dire, Mm. écoute mon ange, je trouve ça complètement ridicule de te demander de l'aide, mais est-ce que tu peux m'aider pour ça? Et puis peut-être ça va t'aider, on se dira, bah, c'est Mm. cool l'ange, mais tout d'un coup quelqu'un est arrivé et m'a aidé, mais j'ai l'impression peut-être, voilà, je crois que j'ai trouvé ce que je voulais dire parce que je trouvais que c'était une grande responsabilité de savoir comment traverser la peur, parce que je pense qu'on a tous peur à un moment ou l'autre, ou tous les jours, pour des petites choses, des grandes choses, chacun on a des peurs, on a de la peur. J'ai l'impression que peut-être l'antidote, c'est la foi, c'est croire, c'est Mm. oser croire, mais pas croire forcément en une divinité ou dans le destin, ou etc. Non, c'est même pas ça. C'est croire. Peut-être croire à la vie. Parce que quand même, si tu penses que tu es né
comme un petit miracle. Ça a pris. Tout d'un coup, tu as une ovule et un spermatozoïde qui se sont rencontrés. Ça a marché, ça s'est démultiplié. Ça s'est remonté toute la trompe. C'est venu se nicher dans un utérus. Tu as grandi. Tu as pris le courage de venir. Tu as réussi à passer la poche de chair qui est ta mère. Tu as survécu à des choses. Tu as pris courage. Tu as réussi à faire des choses. Peut-être aussi se remémorer ces victoires, même des victoires qui nous paraissent maigrichonnes. Qu'est-ce que j'ai fait d'important dans ma vie? Mais sans vanité, sans se dire, ah, c'était extraordinaire, mais mais aussi avec beauté. Tiens, j'ai fait ça, c'était vraiment important pour moi. Ça, c'était... Tu vois, y a mon chat qui veut rentrer. On dirait qu'il a voulu sauter, peut-être comme je l'ai dit. Ah bah non. Quelque chose comme ça, peut-être se rappeler vraiment ce qui était important pour soi et qu'on a réussi à faire. Et qui nous faisait peut-être très peur, ces victoires-là, ces victoires à soi. Mais peut-être c'était aller dire bonjour à la voisine et c'était quelque chose qui me faisait très peur ou oser voilà, commencer à écrire un poème et je trouvais ça complètement con ou niais ou je rêvais de chanter, ben, je me suis inscrite dans un cours de chant et c'est beau et j'ai toujours rêvé de chanter le boléro de Ravel et je le mets, j'ai envie de me raser la tête, mais est-ce qu'on va me dire que c'est ridicule ou de faire un enfant toute seule? J'ai des amis qui sont allés en Espagne, des femmes à 46 ans faire un enfant toute seule, mais c'est des héroïnes absolues, c'est des reines. Et il y avait certaines, c'était des traitements de longtemps et elles ont été... approcher la vie, prendre des risques, on ne sait pas si ça va marcher, et il y a une chance et ça prend, et c'est un petit miracle, et je trouve ça beau en fait, de se rappeler des petits miracles, voilà, réouvrir l'œil sur le miracle, se permettre d'être émerveillé, même, voilà, s'émerveiller. C'est ma mère qui m'avait dit dans une période où j'étais un peu au bout du rouleau, elle m'avait offert à Noël un très beau cahier, parce que j'adore les cahiers, je suis toujours entourée de cahiers. Elle m'avait offert un très beau cahier, elle m'avait dit, je te propose de commencer un cahier de gratitude. J'étais là, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Un cahier de gratitude, c'est ce que tu veux déjà, mais c'est genre le soir, peut-être de déposer quelques petites gratitudes. Je sais pas, aujourd'hui j'ai eu ce sourire de cet homme si beau dans la rue. Oh, quel bonheur! Et je me suis sentie puissante ou femme, ou je sais pas, ce vendeur qui m'a offert cette rose et il m'a rajouté 2 petits beignets, j'en sais rien. Ce coup de fil de cette amie à qui on s'adressait pas la parole depuis un moment. Tiens, c'était beau. Et si j'envoyais un message à elle, ça fait longtemps, ou à cette amie d'enfance, et si je m'achetais ce livre dont je rêvais depuis longtemps, si j'allais me faire masser, et cette paire de godasses rouges me faisait rêver. Tiens, je me l'offre et quelle chance, je peux porter des talons, je me sens jolie, je me sens vivante, ou même en se lavant le visage, d'avoir de l'eau, c'est pas des choses toutes simples aussi, même de se masser, d'avoir bonheur à sentir sa peau, sa sensualité, d'avoir ce visage-là étrange, vivant. Est-ce qu'il est beau, pas beau? C'est pas grave, c'est le mien. Je l'habite, comment je peux l'habiter au mieux et honorer ce jour? Tu vois, reprendre comme ça toujours un peu la bonne santé, quoi. Soutenir la vie où qu'elle soit, ou même quand t'acheter une bonne pêche belle et avoir plaisir à la croquer et son jus, c'est bon, c'est vivant. Voilà, un rapport comme ça au temps. La vie nous est pas due. Je veux dire, c'est un temps donné, plus ou moins court, plus ou moins long. Ça peut s'arrêter très vite. Je veux dire, tout est aléatoire, éphémère, vivant. Mais je ne dis pas comme une chose triste, mais plutôt comme un regain de ah, allons-y, justement, ne laissons pas trop de temps à la peur. Sautons sur la vie comme un grand cheval vivant et galopons, croquons-le. Quel bonheur de vivre, de galoper, de sentir de la crinière, de la peau. Et c'est peut-être cette personne à qui j'ai jamais dit que je l'aimais, qui me touche tellement. Peut-être je vais lui écrire une lettre d'amour et peut-être qu'il répondra jamais. Peut-être qu'on va passer 6 ans ensemble et on va partir au bout du monde et on fera l'amour sur des plages. Mais c'est parfait. Commençons le tout petit, le tout grand, avec la même gourmandise, de soutenir la vie. C'est ça que j'aime beaucoup aussi dans la tradition juive. Tu vois, c'est
aussi d'aider Dieu. Je trouve ça beau d'inverser. C'est pas Dieu qui mène, mais d'aider Dieu. Et je trouve que tu peux le transposer partout. D'aider la vie, la divinité, la partie la plus haute de soi, les phares, un peu accrocher les plus beaux tableaux dans ses plus belles pièces, ouvrir la fenêtre, aérer, tu vois, se désencombrer. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça, d'aider en soi la vie. La vie qui serait, c'est ça la vie, c'est ça Dieu, c'est la vie. C'est la divinité, c'est aider la vie à faire du passage, à lui désencombrer comme une rivière qui aurait plein de cailloux. T'enlèves quelques cailloux et ça va couler, quoi. Voilà, je dirais ça, pour vaincre ce qu'est la peur. Et se rappeler aussi qu'on a tous peur, donc on peut s'aider. Et puis on peut le dire aussi, j'ai peur. Oh, d'accord, ben je vais t'aider. Viens, on se donne la main, on va y aller. T'inquiète pas. Ou peut-être de peur se transforme du coup en grand courage. Et je trouve que le courage est beau justement si on a peur. Parce que sinon, ça serait très facile. Peut-être tout coulerait d'une façon très simple. Ah, j'ai fait ça, c'était comme ça. J'ai écrit un bouquin, c'était comme ça. Une pièce de théâtre, c'était comme ça. C'est quelque chose comme ça. C'est parce qu'on a peur qu'on a du courage. Et c'est parce qu'on a du courage qu'on ose et qu'on bâtit. Donc, il faut juste commencer. Donner une petite chance à la vie. Je pense, c'est marrant, je pense à une blague juive, justement, très drôle, où c'est un type qui, tous les jours, prie en disant « S'il te plaît, Dieu, fais-moi gagner à l'euro-million. S'il te plaît, fais-moi gagner à l'euro-million. Je te supplie, j'aurais tellement besoin d'argent. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. » Et un jour, Dieu chuchote « Laisse-moi une chance. Achète un ticket. » Tu vois, il avait acheté un ticket. Enfin, c'était comme les grands. Comment sont à part acheter un petit ticket. C'est pas une pub pour la Française des Jeux, mais l'idée, quoi. Il faut commencer. Je veux écrire, bon, si je commençais par m'acheter un beau cahier et un beau crayon, c'est pas mal pour attaquer. J'adore parce que vraiment t'exprimes tellement, tu donnes un souffle de vie à tout et enfin franchement j'adore. Là je suis enthousiaste au possible, vraiment. Et tu sais que enthousiaste, ça vient du grec qui dit in Théo, ça veut dire Dieu en moi. Donc quand on est enthousiaste, c'est comme si justement le Dieu intérieur jubilait, dansait. Tu es mon Dieu intérieur. Oh, tiens, il te veille. Et tu parlais aussi donc du fait que quand tu étais quelque part, le fait d'être entouré d'humains, c'était ce qu'il y avait de plus, enfin presque de plus rassurant pour toi. Et tu chantes aujourd'hui pour les femmes beaucoup. Et comment, du coup, ça t'est venu déjà? Comment tu t'es lancée dans le chant? Et qu'est-ce qui t'a fait te lancer dans le chant particulièrement pour les femmes? Écoute, tu vois, le chant, c'était encombré de peur pour moi. C'était quelque chose. Mes premiers concerts, je tremblais, je pleurais, je pensais que j'allais pas arriver, que j'allais défaillir. C'était beaucoup trop important, beaucoup trop immense, beaucoup trop vertigineux. Je tiendrais pas la puissance quoi d'une telle émotion parce que pour moi la voix en tout cas et c'était la chose presque le plus intime, c'était quelque chose donc c'est venu par des petits courages justement. C'est un copain qui m'a entendu chanter dans un spectacle, m'a dit mais tu veux pas venir chanter avec moi? J'ai dit d'accord. Là son guitariste m'a dit mais il faut que tu chantes, il faut que tu écrives tes textes. J'ai dit, mais je sais pas quoi écrire. Et il m'a dit, appelle-moi quand t'es prête. Tu vois, c'est des petits anges sur la route. 3 mois après, je l'ai appelé et je lui ai dit, mais j'ai pas de texte. Il me dit, bah viens avec des poèmes. Donc, je suis venue avec Lorca, je suis venue avec plein de choses. Et puis la veille de le voir, j'allais au théâtre et j'ai chanté. J'ai chanté une prière à Dieu, j'ai chanté un chant d'une louve qui se libère, qui galope. Et donc, le lendemain, je suis arrivée en me disant bah, j'ai ce poème, et puis sinon, j'ai ça. Puis je lui ai fait écouter sur mon dictaphone. Puis les chansons, elles sont sorties. Comme si le robinet, il attendait. Et en fait, c'est pas forcément un choix de chanter la femme, c'est que je chante ce dont j'ai besoin. Je chante à partir... parce
Parce qu'il faut faire quelque chose de la douleur, il faut faire quelque chose de la fragilité, il faut faire quelque chose du cri, il faut faire quelque chose de l'extase, il faut transformer. J'ai l'impression que chanter et écrire, pour moi, c'est presque convertir ou ingérer. Tu sais, comme manger, faire comme si tu faisais un objet de ta joie, de ta tristesse, et que du coup, tu n'es plus envahi par elle, elle existe, elle communique, elle recrée encore une fois du mouvement, de l'eau. Hmm. Il y a quelque chose comme ça. Donc chanter pour les femmes, par exemple la chanson pour toutes mes sœurs, je sais très bien quand je l'ai écrite. C'était un moment où c'était difficile pour moi. J'étais au Maroc, c'était le moment où un travesti s'était fait assassiner à Fès parce que il était déguisé en femme. C'était le moment où il y avait le film qui était sorti qui parlait de la prostitution au Maroc où il y avait toute une espèce d'énorme hypocrisie et je m'étais fait traiter de pute toute la journée parce que j'avais une jupe, tu vois, au genou et je enfin voilà, j'avais ressenti quelque chose qui comme ça criait le féminin m'avait comme été écrasé, été brûlant. Puis aussi, dans ma famille, il y a des choses qui ont été très écrasantes pour le féminin, que tu sois homme ou femme. Toutes les questions de la sensibilité, de la réceptivité, de la lenteur, oui, d'une forme de vulnérabilité étaient comme régulièrement écrasées ou moquées. Voilà. Et j'ai vraiment besoin pour toutes mes sœurs, je crie. Enfin, c'était comme une espèce de cri de ralliement de ne pas pouvoir supporter une seconde de plus l'injustice, la douleur, quelque chose qui n'a pas le droit de s'exprimer, qu'il fallait chanter, crier, danser, jouir. Enfin, voilà, et je l'ai écrit à Fès en une nuit, cette chanson. Enfin, vraiment, c'était voilà, pour toutes mes sœurs. Et le lendemain, c'est beau, il y a eu tout de suite une réponse. C'est que j'ai rencontré une chanteuse gnawa marocaine extraordinaire qui chantait les femmes, les sœurs. C'est comme si, tu vois, la chanson avait, je sais pas, moi-même m'avait désencombrée. Parce que j'ai l'impression aussi qu'il faut constamment faire des antidotes. Parce que des fois, notre propre masculin intérieur, il est écrasant, il est macho. Des fois, je suis un gros américain avec mes propres terres. Je m'utilise, enfin, tu vois, il y a constamment à respecter mais justement le féminin au-delà d'être femme, qu'on soit homme ou femme. C'est pour ça que j'aime aussi, par exemple, dans le taoïsme, le yin et le yang, qui sont profondément complémentaires et intermêlés, et qui sont un mouvement continu. Donc il faut constamment réaérer et faire discuter les différentes parties de soi pour qu'il n'y ait pas de gros machos en soi-même. Qu'on soit homme ou femme, il faut virer les machos parce qu'on a intégré beaucoup de machisme en tant que femme aussi. Donc voilà, pour moi le chant est une antidote, c'est un vaccin, c'est le talisman qui me fait m'évader, qui me désemprisonne. Et voilà, je dirais ça, c'est ça pour moi le chant. Où que tu sois sur la terre, il y a des chants qui libèrent. C'est encore la même chose de ce que je te dis. C'est pour ça que j'aime aussi voyager seule. C'est que tu as une espèce de disponibilité au cadeau de l'autre. Et où que tu sois, tu as des cadeaux absolus. Enfin, moi, j'étais beaucoup dans ma vie au Maroc parce que j'ai de la famille au Maroc. Et c'est vraiment comme un pays de mon âme. Et vraiment, la musique, le cadeau là-bas, le rapport justement au poème, à la langue, à la culture. Enfin, c'est comme si j'avais bu un nectar qui, je sais pas, comme vraiment le rite de l'hospitalité, quoi. Je trouve que en tout cas, je l'ai ressenti souvent dans ce pays, vraiment que l'hospitalité n'est pas un vain mot, que l'autre est une sœur, un frère, et que tu l'accueilles. Tu connais pas quelqu'un et t'invites à manger, c'est l'abondance absolue. Cette espèce vraiment de porte ouverte, mais que t'as partout sur la terre, que t'as en France, que t'as partout, en fait. Tu vois, j'ai même pas envie de réduire à un pays ou à une culture. En fait, voilà, j'ai l'impression que si tu ouvres les yeux, il y a tout qui cohabite. Donc tu peux choisir vraiment d'aller vers les portes et les cœurs ouverts, vraiment, quoi. Les grandes mains ouvertes, absolues. Et toi-même, en étant dans la générosité, dans l'hospitalité,
ça fait circuler, c'est toi-même reçu. Enfin, toujours cette grande leçon de l'univers, mais qui est toute simple en fait, que t'inspires et t'expires, donc tu reçois et tu donnes, tu reçois et tu donnes, tu reçois et tu donnes, et si tu donnes, tu recevras, et si tu reçois, tu... C'est une espèce comme ça d'équilibre absolu où tout respire dans l'univers, les planètes respirent, la Terre respire. Faut respirer, quoi. Faut donner, recevoir. Parce que des fois, c'est simple aussi de donner, mais c'est pas si simple toujours de recevoir. Recevoir un mot d'amour, recevoir justement le chant de l'autre, l'altérité de l'autre, sans vouloir qu'il soit le même, sans vouloir changer, sans vouloir le modifier, juste t'es un autre et je t'aime parce que t'es un autre, c'est beau. Et tu es différent de moi, mais merci, c'est bien. Déplace-moi, décale-moi, fais-moi me révolter, me pâmer, c'est incroyable, c'est une leçon folle. Et si la Terre était faite que de violet, on s'ennuierait à mourir. Il faut toute une fleur, il faut pas qu'une fleur, sinon c'est terne. Je t'entendais dire à un moment que il fallait, même quand l'autre ne sait pas où il va, qu'il est complètement perdu, le laisser être perdu et le laisser, même si nous, ça nous paraît aberrant et qu'on voudrait l'aider, et en fait le laisser être perdu et faire ses choix et sans essayer d'interférer enfin, avec ça et comprendre que l'autre, en fait, a le droit d'être perdu en fait et qui peut prendre des décisions qui sont pas qu'on ne comprendra pas. Et j'ai trouvé ça trop fort. Enfin, Bah déjà, je trouve que le mot perdu, ça peut être très vite un jugement parce que perdu selon quels critères, différent selon quels critères. J'ai l'impression que si t'aimes quelqu'un, peut-être qui se fait du mal, c'est peut-être que c'est aussi, je trouve, l'amitié de pouvoir dire, de pas justement brosser l'autre dans le sens du poil, de lui dire aussi peut-être ce Oui, bien sûr. quoi avec honnêteté, qu'il y a quelque chose qui te semble peut-être pas juste, mais selon ton œil à toi. Et puis surtout aussi dans des comportements, par exemple, violents ou qui sont différents de toi, le jugement peut écraser, peut éloigner. Il faut dire ce que tu vois. Je trouve que la parole se doit d'être honnête, l'amour se doit d'être honnête, se doit de dire ce qu'il voit. Il doit le dire, mais il faut laisser toujours une porte de sortie, je trouve, à l'autre pour qu'il ne soit pas jugé, mais qu'il soit à la fois, je sais pas, aimé, mais qu'il puisse, je sais pas, je trouve que c'est des grands sujets. J'ai peur de réponses toutes faites. Je trouve que c'est très fin ces espaces-là. Je pense, tu vois, par exemple, des fois à des amis, je sais pas, même qui ont des rapports à l'addiction. Comment tu aides? Comment tu Comment t'as pas un point de vue moral? Comment tu fais pour ouvrir des portes, pour discuter, ou quelqu'un qui serait avec une personne que tu ne jugerais pas forcément lumineuse ou positive? Comment tu fais? Parce qu'en plus, c'est parfois des choses très profondes où je trouve qu'il faut être très fin. Puis t'es pas le psychanalyste de l'autre. Et en même temps, pour moi, c'est aussi très important en rapport à la vérité. C'est-à-dire que l'amitié, l'amour se doit de dire aussi parfois ce qui ne va pas. Ou d'avoir le courage de dire, mais en parlant en son nom, je n'ai pas la vérité. Oui, Mais voilà. peut-être quand je vois ça, c'est pour moi une brûlure, ou c'est douloureux, ou ça me fait de la peine. Je me permets de parler peut-être parce que je t'aime. Si tu veux qu'on en parle, qu'on en discute, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent t'aider. On peut essayer de les trouver ensemble. Moi, je suis là. Est-ce que tu veux venir un temps chez moi, t'extraire créer de la lumière, apporter un autre éclairage? Mais en n'approchant jamais avec des gros sabots qui sont la vérité, dans le sens où je ne la possède pas, je peux peut-être essayer de partager ce que je vois moi et l'autre en fait ce qui lui semble bon. Mais je veux dire, c'est ça aussi qui est beau, je trouve, d'aimer quelqu'un, c'est en effet d'accepter aussi sa différence et un chemin qui diffère, qui n'est pas forcément le même que soi. Il faut s'aimer fort pour accepter ça et continuer à aimer l'autre.
qui fait des choix qui ne sont pas forcément les tiens. C'est mystérieux, hein, c'est humblement, je sais pas, je réfléchis en même temps que je te parle. Et alors, on va approcher de la fin de cet épisode, mais est-ce que, parce que j'adore entendre tes anecdotes de voyage, donc je vais t'en redemander une, est-ce que tu aurais une dernière anecdote de voyage pour nous, d'un voyage qui t'a particulièrement touché, ou peut-être que tu as rencontré des personnes ou rencontré une culture et ça t'a profondément, presque, je sais pas, bouleversé. C'est marrant, là, j'ai envie de parler du voyage, qui est un voyage que j'ai fait au Sainte-Marie de la Mer, qui était pendant le pèlerinage des Gitans, pendant le moment où la patronne des Gitans, qui s'appelle Sainte Sarah, est portée à la mer. Et j'y ai tourné un clip pendant cette période. Et j'ai été bouleversée parce que, je sais pas, je me suis profondément sentie chez moi avec ce qu'on disait justement au départ du rapport aux nomades, du rapport au Mhm. voyage, du rapport au rire, à la vie, à l'immédiat présent, à la célébration. Moi, je crois que c'est quelque chose qui me touche beaucoup, c'est une espèce de foi toute pure, toute simple, qui jaillit. Je dirais aussi, et tout ce qui se met en mouvement. Sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle aussi, ça me touche les gens qui bougent en fait, qui se mettent en mouvement, parce que qui cherchent, les quêtes me cherchent, c'est beau, me touche. Le fait de chercher me touche. Le fait d'essayer des choses me touche. Le fait de se déplacer, d'aller encore une fois vers ce qui n'est pas toi, mais avec amour. Et justement de se rendre compte aussi comme on est proche, comme on est sœur, comme on est frère. Ça me touche de voir d'autres vies. Ça me touche de voir, de rencontrer d'autres visages, de voir comment d'autres humains ont fait avec ce pari qu'est vivre, comment ils ont tenu le coup, comment ils ont inventé des choses, comment ils ont voyagé, quels rituels ils font pour tenir sur la terre, quel sens ils donnent au mot nuit, quel sens ils donnent au mot jour, comment on se dit bonjour, comment on se touche, comment on a de la pudeur, comment on parle pas la même langue, et qui fait qu'un petit œil malicieux te fait rire et que tu échanges des choses avec une gourmandise de se connaître. Tout ce qui est gourmand, en fait, tout ce qui a de l'appétit pour aller vers, ça me bouleverse. Je trouve que c'est fou, c'est le bon sens, c'est le respect, tout ce qui est respectueux aussi de la terre. Enfin, je me rappelle d'un copain la première fois que j'étais en Corse. Il a une maison en Corse, il est corse. Et quand il arrive sur la terre corse, il touche la terre. Je trouve ça hallucinant. Il descend de l'aéroport, on est sur du béton, du tarmac. Il touche. Et maintenant, quand je vais, c'est vrai, quand tu arrives sur une nouvelle terre, mais déjà, il faudrait dire, mais bonjour, bonjour. C'est hallucinant. Mhm. Ou tu sais, par exemple, j'avais fait aussi un stage avec Ariane Mouchkine, qui est une des grandes maîtres du théâtre en France, une de nos grandes maîtres et dames. Ces acteurs aussi, avant de monter sur le plateau, ils touchent la scène. Tu sais, vraiment comme de l'eau bénite, quoi. Comme si tu t'imprégnais. Et t'imagines les théâtres, justement, je sais pas, quand tu joues, par exemple, je sais pas, sur le théâtre de l'Odéon, quand tu joues à Épidore, en Grèce, t'as des gens depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ Mhm. représentent ce que c'est l'humanité, qui cherchent à représenter la racine de l'homme, de la femme, des rapports entre l'homme, la femme, le divin, avec un ciel sur la tête, avec ce mystère immense de qu'est-ce qu'on fout là, bordel, qu'est-ce qu'on fout là, qu'est-ce qu'on fait de cette existence, qu'est-ce que c'est vivre, qu'est-ce que c'est aimer, qu'est-ce que c'est mourir, qu'est-ce que faire de sa vie, cette quête de sens qui nous brûle tous et à laquelle on répond, tu vois, ça revient avec ta question de qu'est-ce que faire de la peur et comment la dépasser. Bah, se rappeler cette quête immense, cette brûlure immense qu'est vivre et auquel il faut répondre. Et je boucle la boucle avec l'aloe vera. Quelle eau soutiendra notre soif? Quelle eau soutiendra la marche dans le désert, la marche dans la forêt? Quelle eau soutiendra nos jours?
Voilà, il faut la chercher et chacun trouvera sa réponse. Il n'y en a jamais de toute faite, c'est ça qui est si beau. C'est que tu peux rencontrer les plus grands maîtres de tout, mais ta réponse à toi, elle est unique. Et il y a un parfum de sa propre vie qui n'appartient qu'à soi et dont on a à la fois cette lourde, légère, puissante, terrible, extraordinaire charge d'y répondre. Soi-même, absolument, à la fois seul et entouré. C'est aussi tout ce paradoxe qu'est la vie. C'est qu'on arrive seul sur la terre, on en repartira seul, et en même temps on est constamment soutenu par des rencontres, des confirmations, des miracles, des petits cadeaux, des douleurs, mais qui sont aussi formatrices. Peut-être si on était constamment assis dans un grand fauteuil, on grandirait pas beaucoup. On grandirait pas beaucoup. Donc, merci aux bousculades, merci aux écorchures, merci aux blessures. Si elles ne nous foutent pas complètement par terre, elles nous apprennent des grandes choses aussi. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, pour boucler cet épisode, est-ce que tu voudrais nous donner un petit peu ce que tu fais en ce moment, tes représentations D'accord, avec joie. Écoute, là, je viens de jouer Dracula hier soir à Marseille. C'était la dernière de la saison. C'était beau. J'aime beaucoup jouer ce Dracula. J'aime beaucoup être immortel et masculin et et plein de gourmandise et alchimiste en quête de l'immortalité. J'aime le chanter. Je vais faire un concert au château de Fontainebleau euh, samedi prochain. Non, c'est dimanche prochain, pardon, le 5, avec un orchestre. Ça va être très beau. Enfin, c'est magnifique de chanter avec cet orchestre. Je vais faire une lecture à Bruxelles mercredi soir autour de la pluie. Justement, ces grands nettoyages de la pluie, tous les auteurs qui ont écrit et autrices sur la pluie. Et qu'est-ce que je vais faire? Attends, je réfléchis avant l'été, je sais plus ce qui se trame. On peut parler un petit peu de la rentrée. Je vais jouer au théâtre de la Bastille, le Shakespeare dont je te parlais. Mhm. Ça sera le mi-septembre à début octobre. Puis ensuite, ça s'appelle Coriolan. Ensuite, je vais faire un spectacle aussi que j'aime beaucoup d'une autrice extraordinaire qui s'appelle Tamara Al-Saadi. Le spectacle s'appelle Istiklal et ça veut dire indépendance en arabe. Et c'est justement encore une fois comment tu guéris, soignes, prends soin de ta lignée. Toute la lignée d'une jeune femme est représentée sur scène, toutes ses ancêtres. Et c'est la façon dont tu libères, guéris, traverses aussi par la poésie, par la parole, une fois de plus le mot, comme véhicule de libération. Tu libères un chemin pour t'appartenir, pour inventer une vie qui soit toujours un peu plus libre. Parce que la liberté, je pense qu'on n'en a jamais fini d'être libre. Il y a toujours à dénouer pour se rendre encore plus libre. Voilà, c'est un peu ça Et je ferai un grand concert au Café de la Danse, voilà, avec un peu l'arrivée de ce spectacle qu'on fait depuis un moment. On le fera au Café de la Danse, je crois. Je sais pas encore si c'est le 14 décembre. Enfin, ce sera voilà, à l'automne. Et en mars, je ferai naître ce prochain spectacle qui va s'appeler donc Niquer la fatalité, qui mêlera le rituel, le chant, le théâtre, avec un talisman grande sœur, grand-mère qui sera Gisèle Halimi. C'est un grand dialogue avec cette sœur rêvée, cette immense avocate qui a fait tant avancer la cause des femmes lors de ce siècle et qui a passé son temps à se déprédestiner, à naître dans une famille où on ne voulait pas de filles, à naître dans une famille où on ne faisait pas d'études, à naître dans une famille où on devait se marier à 15 ans. Et elle a tout envoyé péter et c'est devenue la plus grande avocate des femmes et des hommes parce que ce qui libère l'un libère l'autre. Donc voilà, c'est avec cette alliée-là, Gisèle, en mars 23. Voilà un peu l'avenir qui prépare ses petites graines. Waouh, c'est trop bien. Je te remercie vraiment énormément parce que comme à chaque fois que je t'écoute, je suis là dans une petite bulle d'enthousiasme justement et je sais que ça va durer toute la soirée donc merci beaucoup pour ça. Merci Alexandra, merci pour tout ce que tu fais et je t'embrasse très fort ainsi que tous les beaux êtres qui nous ont écoutés et que cette fin de dimanche soit
rayonnante et pleine de vie pour chacune et chacun. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci à tous. Bon baiser. Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime, j'aime. Pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse, je danse. Pour tous ces corps qui ne peuvent vivre, je vis, je vis. Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime, j'aime. Pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse, je danse. Pour tous ces corps qui ne peuvent jouir, je jouis, je jouis. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cette rencontre vous a inspiré autant qu'elle m'a inspiré. Si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur Instagram en tapant LLDRI-podcast ou sur la page Facebook La Loge des Rencontres Inspirées. Et vraiment, n'hésitez pas à me contacter, me faire vos retours. Je me ferai un réel plaisir de vous lire. Si vous souhaitez aider ce podcast à évoluer, vous pouvez également aller le noter sur iTunes. Et en attendant de nouvelles rencontres, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.